abitse alotze contare tu un mestiere e sui è stata all'estie e porto carne gagliozze rufia e baratti e pescaire e scudier sai bene pei non mira però de così non troppa e maudo non te batto verse e mai risento el pres sur turba le berze bouquet fort servente c'était sous et sous joueur des abinès et des septons sur crisens Les lieux magiques, il y en a beaucoup, mais il faut préciser quand même qu'il s'agit d'une route imaginaire qui incite à rêver. Alors, les lieux imaginaires sont les lieux d'abord où ont vécu les troubadours. On a eu la chance quand même d'avoir 36 troubadours en Limousin, donc qui ont sillonné le Limousin, peut-être pas tout à fait de château en château, comme l'imagerie se plairait à le rappeler, mais il y a un peu de cet aspect-là dans la route. La carte Michelin se déploie. Voilà. La répartition n'est pas tout à fait homogène. Le gros pôle de concentration se situe du côté de la Corrèze, un pôle de concentration autour de la région, on va dire Uzerche, Brive, Vendadour, avec quelques noms qui ont laissé des traces, et Dieu sait, dans toute l'Europe, comme Gossem Fédite, qui vivait à la fin du XIIe siècle, au tout début du XIIIe siècle, qui a chanté dans la cour de Richard Cœur de Lion et qui était un grand voyageur. Je crois que naît vraiment au XIIe siècle, au début du XIIe siècle en Limousin, le sentiment moderne de l'amour. Cette espèce de passion qui emporte au-delà des frontières du rationnel, puisqu'il s'agit d'une passion qui est une passion interdite. La dame est une dame impossible, inaccessible, puisqu'elle est mariée par essence, dans un système où le mariage avait une importance sociologique forte. Il y a vraiment là toute une codification, tout un rituel amoureux qui se met en place et sur lequel, très largement, l'imaginaire amoureux de l'Occident vit encore. Luc de Goustine. C'est un lieu où tout est musical. Alors, il nous reste 800 mètres à faire Oui. pour atteindre Oui. le lieu même de Ventadour. Ventadour, c'est le lieu où il y a du vent. Le vent, bien sûr, mais aussi le lieu où l'on vanne. Et puis à l'époque, on avait tourné ça aussi, le lieu où l'on se vante, hein, le lieu tant vanté, un lieu d'excellence, et particulièrement aussi, peut-être pour justifier le blason que les Ventadours avaient rapporté des croisades, qui était un échiqueté, le lieu où l'on opère le tri. Alors on est ici, c'est écrit sur la plaque, au cœur de la civilisation occitane. Oui, à plus d'un titre, parce que c'est le cœur, parce que c'est vrai que ça a été C'est aussi le début. le centre. C'est C'est sans doute un lieu d'épanouissement, et puis c'est le lieu de l'épanouissement de la mystique du cœur, qui est celle de l'amour. Ça, c'est évident, oui. On peut dire que dans la généalogie de l'amour courtois en France, Ventadour est un point de départ et d'épanouissement à la fois. Il a atteint d'un grand degré de perfection, simplement parce que, d'une manière un peu mystérieuse peut-être, nous avons hérité du monde musulman, enfin de l'islam, certains procédés aussi bien musicaux que de versification qui ont permis l'éclosion de cet amour, mais il a pris ses traits spécifiques à travers une lignée chevaleresque de très hauts seigneurs, dont le seigneur de Ventadour a été l'un des plus illustres, bien qu'on n'ait pas gardé son œuvre, mais il héritait de Guillaume de Poitiers, Guillaume d'Aquitaine, n'est-ce pas, qui historiquement fut le premier des troubadours. Qui fut le premier des grands troubadours, absolument. Le mot de Ventadour, le patronyme de Ventadour n'est qu'un surnom, c'est comme ça que naissent les noms d'ailleurs, pour Bernard. Bernard était donc le fils d'un soldat. Alors on le dit, vous savez, là on est vraiment dans les généalogies mythiques, mais celui de Bernard est assez joli. On laisse planer un soupçon de bâtardise. On dit que peut-être bien. Oui. Hein, la chauffournière du château, et c'est tout à fait de l'autre côté. Nous sommes ici sur l'éperon barré qui permet l'accès au château. Vous dites 800 mètres, très bien, mais vous ne ferez pas les 800 mètres d'un autre côté, ce sont des abrupts. Mais en bas du château, exactement de l'autre côté, du côté de la rivière, il y a les moulins. Et là étaient les fours où l'on cuisait le pain du château. On dit
que la chauffournière, celle qui chauffait le four, était là. Chauffer le four, c'est aussi être une fornarine, celle qui ouvre grand son four, érotiquement. On voit la symbolique. Le père de Bernard était un sergent qui portait haut l'arc d'Aubier. Alors il pouvait très bien être un archer du château, mais il pouvait aussi porter l'arc d'Aubier sur la tête, c'est-à-dire être assez joyeusement encorné. On part vers le château. Alors de l'autre côté, vous parliez des abrupts. Oui. On a le Rio Negro, qui est un ruisseau Oui, qui circule au Oui. milieu des bois Oui. et des pins. Et puis, encore plus bas, il y a les gorges de la Luzège. Ah oui, absolument. Ben vous avez ce qu'on appelle la petite Luzège, qui est un affluent de la Luzège, qui passe sur la gauche, enfin à l'est de cet éperon barré. L'intérêt de l'éperon barré, c'est qu'on a besoin de le fortifier que d'un seul côté. Alors vous allez voir qu'on va passer d'ailleurs deux courtines, enfin deux endroits qui étaient fortifiables et dont les fossés sont presque entièrement comblés. Et des deux côtés qui sont abrupts, puisque nous sommes sur un triangle au fond, passe d'une part la petite Luzège, d'autre part ce Rio Negro ou ce ruisseau de la Vigne. On dit aussi le ruisseau de la Vigne. Parce qu'à l'époque, les pentes opposées que vous voyez aujourd'hui boisées étaient des pentes couvertes de vignes. Alors on ne sait pas quel type de piquette on en tirait, mais peut-être qu'il était buvable, d'autant qu'on dit qu'il semble que le climat de cette partie du Limousin ait été un climat tout à fait clément. Regardez, nous sommes dans le premier fossé. Voilà. Il est quand même assez clair que c'était un fossé et une fortification. Imaginez ici des petites guérites, n'est-ce pas, avec des hommes d'armes. Et c'était la première enceinte à forcer pour monter à l'intérieur. Alors donc, on est sur un chemin pierreux, Oui. au milieu il y a des genêts, du lierre, Des chênes nains, des chênes nains. des Je crois, genévriers. de l'autre côté, on trouve une forêt de pins aussi, non? Oui, ben oui, les pentes ont été reconquises par le pin, qui est aujourd'hui une manière de valoriser les sols un peu ingrats. Mais il devait y avoir quelques cultures en terrasse, Oui. autrefois, de la vigne sur la pente exposée au soleil. Et puis alors le fond de vallée, qui est assez étroit, était très occupé par la rivière elle-même, qui était source d'énergie aussi bien pour les moulins, broyeurs de froment et de blé noir, qui est le sarrasin, vous savez, rapporté justement Bien sûr. des croisades, qui est devenu un aliment très important ici, que pour les forges et autres choses. Alors là, la route bifurque, mais pour atteindre la poterne primitive, Oui. qui interdisait de monter autrement qu'en tenant son cheval par la bride, il faut prendre à droite, par cette entrée qui a été rouverte, et qui est un long plan incliné, dont j'ai retrouvé l'autre jour l'analogue au Crac des Chevaliers. Évidemment, l'entrée du Crac des Chevaliers, c'est ça en 5 fois plus grand. Mais quant à savoir si le modèle architectural a été exporté d'ici vers la Syrie ou bien rapporté de Syrie par les seigneurs des croisades, je ne peux pas le dire exactement parce qu'on ne peut pas dater. Mais nous entrons maintenant dans ce plan incliné. Alors, à travers un très beau courant d'air, nous progressons. Maintenant, c'est presque le noir absolu. Les marches sont nuisantes et très humides. Il faudrait quand même s'imaginer que ce cadre, qui aujourd'hui est un cadre abandonné, des ruines, eh bien c'était tout le contraire à l'époque. L'activité, aussi bien intellectuelle que l'intensité de la vie spirituelle, que le rayonnement monastique, tout cela était très fort. Et donc on ne se sentait pas dans un écart. La vie ici n'était pas luxueuse, mais elle était somptueuse
en qualité des hommes. Et il y avait autour d'ici une véritable floraison de poètes. Tout ce monde-là, donc, vivait dans une intense rivalité de création, et les longues soirées, d'été comme d'hiver, étaient peuplées par le chant, la danse, l'improvisation et la versification. Prouver sa valeur par quelque exploit, par quelque prouesse, c'était quasi automatiquement se faire reconnaître par des pairs d'un niveau plus élevé. Et l'adoubement chevaleresque ne veut pas dire autre chose. Donc la reconnaissance, je crois qu'elle s'est faite tout simplement parce que le seigneur de Ventadour a vu que ce petit Bernard était habile à taquiner l'instrument, n'est-ce pas, sans doute à cordes sur lequel il jouait, et puis à versifier, à concevoir des poèmes. Dans l'œuvre de Bernard, tout ce qui est saisissant et fort tourne autour de la louange. De la louange et des souffrances qu'occasionne la louange. Or, on a fait de l'amour une chose inaccessible, et même peut-être un peu proche du pur esprit. Or, dans le mot même de louange, il y a losange, il y a l'idée du sexe de la femme. C'est un culte du sexe féminin. À la même époque, dans le monastère qui est à 800 mètres d'ici, le moine lisait le Cantique des Cantiques avec les commentaires de Saint Bernard, qui est l'exact contemporain de notre Bernard, dans le même esprit de redécouverte de la fécondité universelle de la femme. C'est là, donc, l'origine. Alors écoutez-le, il est là. Écoutez le murmure de la petite Luzège, à l'endroit où ces eaux confluent avec le ruisseau de la Vigne. Ils vont suivre cette vallée. Vous voyez cette échancrure au milieu des arbres, légèrement, et rejoindre là-bas la grande Luzège et entrer dans les gorges, qui sont une promenade admirable. Et ici, nous sommes au point le plus abrupt. Turenne est à 80 km, environ à vol d'oiseau. C'est la seconde grande vicomté du Limousin, et Comborne, qui a pratiquement disparu, du moins aux yeux, n'est-ce pas, est à 150 km au nord-ouest, du côté de Limoges. C'est à la fois un moment d'éclosion, un moment d'épanouissement, et j'ajouterais un moment où la poésie rejoint le politique. Quelle image aujourd'hui garde-t-on de Bernard? Ici, gentiment folklorique, très mignonne. Chacun lui imprime son sceau particulier. C'est un garçon issu du peuple et bien méritant qui a fait carrière. Il n'a pas fait carrière dans les PTT comme lui aurait permis M. Queuille, ou à la mairie de Paris comme lui aurait permis M. Chirac aujourd'hui, mais il a fait carrière comme ça. C'est un peu comme ça qu'on lit. Henri Gougaud. Si les troubadours ont quelque chose à nous dire aujourd'hui, ça touche à la nécessaire, à la passion et à une sorte d'émerveillement militant, vous voyez, dans le rapport humain, dans le rapport entre hommes et femmes. Voilà. On a beaucoup perdu ça. Je crois que ils ont beaucoup à nous apprendre sur le plan de la liberté, de ce qu'on appelle la liberté sexuelle. Eux, ils parleraient plutôt de liberté amoureuse plutôt que de liberté sexuelle. Ils n'ont jamais oublié le feu du cœur dans le rapport avec la femme. Lié à la liberté aussi, puisqu'il y a une grande guerre menée contre le jaloux, par exemple, dans la lyrique occitane. Jacques Roubaud. Les troubadours ont inventé quelque chose d'assez unique, qui est d'associer de façon, au fond, probablement définitive, l'idée de poésie à l'idée d'amour. Pour rencontrer un écho dans les oreilles et dans les oreilles des auditeurs, les yeux des lecteurs, la poésie doit faire référence à autre chose qu'elle,
à quelque chose de son histoire, de son passé. Et la tradition de troubadour est quand même une des très très belles traditions de l'Occident. La poésie universelle a toujours été liée d'une part au chant de la langue, la découverte des richesses d'une langue dans laquelle on chante, et au nombre. Ce qui sépare l'utilisation que fait le poète de l'utilisation ordinaire du langage, c'est le recours au nombre. Et dans le cas de la poésie des troubadours, ils ont joué avec les nombres et avec les rimes d'une façon qui n'a pratiquement aucun équivalent. Véritablement, l'invention de nombres la plus riche, c'est celle des troubadours. Général Crouzillac. Vous savez comment s'appelle cette petite larguée ici? Ça s'appelle des rafiettes. Des rafiettes. Je crois que c'est un nom très local. Oui. Les petits lézards gris. Il y en a beaucoup ici, c'est le terrain calcaire. Voyez, ici nous sommes à l'extrémité sud de la barre rocheuse là, sur laquelle est bâtie cette acropole, qui est le deuxième château des vicomtes de Turenne. Vers le sud, vous avez une butte sombre avec un flanc incliné à 45 degrés vers la gauche. C'est le site d'Uxellodunum. C'est là où on place la dernière résistance de César, des Gaulois à César. Mais il y a des polémiques. Et il y a des polémiques, d'autres le placent ailleurs. Mais enfin, nous sommes persuadés, nous, que c'est ici. Et ça vous montre l'esprit de cette région, l'esprit d'indépendance et l'esprit pugnace des Vicomtins et de tous ceux qui se sont agglomérés autour d'eux. Alors ce sont des toits d'ardoise. Et les toits d'ardoise, c'est le terrain. Nous sommes sur le rebord du Cos de Martel. Ce que vous voyez sur votre droite ici, c'est le rebord calcaire du Cos de Martel. Et là, vers la gauche, la vallée de la Tourmente. La Tourmente est un affluent de la Dordogne. Et il se jette dans la Dordogne à droite du puits dissolu, du Xélodunum. On trouve également des pierres rouges. Alors les pierres rouges, justement, mais alors vous n'allez pas à Turenne, mais ces pierres ne viennent pas de Turenne, elles viennent des carrières du massif gréseux qui est de l'autre côté. Oui. Parce que nous sommes sur le flanc sur la région des Causses. Oui. Sur la région des Causses, ici c'est le Cos de Martel, un peu plus loin c'est le Cos de Gramat, et puis si nous allons encore plus loin, nous allons tomber sur les grands Causses du Tarn. Et nous sommes en bordure des massifs primaires, c'est-à-dire des massifs gréseux, et puis après des massifs granitiques. Et de l'autre côté, nous avons les massifs gréseux dans lesquels on trouve du grès gris, du grès rouge, et le grès rouge qui a servi à construire Collonges, et dont on trouve des pierres ici. Mais ici, c'est donc le cœur de la vicomté de Turenne. Ici, c'est le cœur de la vicomté. Mais la vicomté de Turenne s'étendait jusqu'au Languedoc, pratiquement, alors, la à l'époque des Turenne, elle allait vers le sud. Elle comprenait, au moment de sa plus grande extension, elle comprenait pratiquement presque tout le bas Limousin, une partie du Quercy, jusque dans la région de Figeac, et même pendant un certain moment jusqu'à Caylus, mais au moment des papes, où les papes, ça n'a pas duré très longtemps, les papes ont comblé leur famille de leurs bienfaits. Et en Dordogne, côté Dordogne, ça montait jusqu'à Ribérac, et ça allait très loin, jusque vers le confluent avec la Vézère. Alors donc au XIIe siècle, la vicomté de Turenne a été l'un des centres culturels et créatifs les plus importants de toute l'Occitanie. Je le pense, et de toute l'Occitanie, c'est beaucoup dire, mais enfin un centre très important de l'Occitanie. Et en particulier grâce à leurs relations familiales qu'ils avaient avec les Ventadour, avec les Combornes, avec les autres vicomtes du Limousin. Il y avait les 4 principales vicomtés du Limousin, qui étaient Turenne, Comborne, Ventadour et Limoges. Nous étions tout à l'heure sur le flanc ouest, maintenant nous allons passer sur le flanc est. Alors vous voyez ici le cours de la Tourmente. Le cours de la Tourmente qui prend sa source au fond de ce vallon. Et cette ligne de crête, c'est la ligne de séparation des eaux entre la vallée de la Dordogne et la vallée de la Corrèze et de la Vézère. Et le petit
le podium là, sur lequel se trouvait le premier château de Turenne, c'est ce petit mamelon très régulier qui est couvert de bois autour. Et là, il y avait le premier château qui était des forteresses en bois, comme vous le savez. Des forteresses en bois, les châteaux de l'an 1000, c'était la mode féodale classique, avec encore, semble-t-il, les restes marqués par des arbres, par des haies, qui limitent ce qu'on appelait la basse-cour. La basse-cour où étaient les éléments de vie des défenseurs du donjon. Alors c'est donc dans ce château que vécurent les 3 filles de Turenne. Non, les 3 filles de Turenne ont vécu... Alors, ce château a dû être abandonné au XIe siècle. Oui. Au XIe siècle. Les filles de Turenne sont du XIIIe siècle, sont de la fin du XIIe et XIIIe siècle. Mais de ce château sont sortis tous les vicomtes du Limousin, parce que ce château a été pris par Archambaud de Comborn, dit Archambaud Jean Pourri, parce qu'au siège de ce château qu'il a voulu soustraire à l'autorité de son beau-frère, qui était le vicomte d'Aubusson, il a eu la jambe prise dans une porte qui s'est refermée sur elle et il n'en a jamais guéri. La vicomté était riche et tous ceux qui étaient vassals avaient des redevances, non seulement en argent, en services de guerre, mais également en matière en vivres. Mais est-ce que la vie culturelle, Et à cette période, a été plus importante que la vie politique et que la vie militaire, puisque c'était le démarrage la vie politique était certes très importante. C'était le moment quand même. Et le mariage avait un grand rôle dans cette vie politique. Vous savez qu'une femme, justement, Maria de Turenne, dans l'émancipation un petit peu des femmes, la femme jusqu'à ce moment-là est considérée un petit peu comme un objet de troc, comme un gage pour élargir ses domaines par son héritage. On en change bien souvent, on trouve toujours une raison de parenté contraire au dogme de l'Église de ce moment-là pour faire annuler un mariage et pour en faire un plus intéressant. Et au contraire, Maria de Turenne, dans un écrit qui reste, parce qu'il ne reste qu'un écrit de Maria de Turenne, c'est une controverse, c'est ce qu'on appelle un tenson ou tensu, comme vous voulez le prononcer, avec Guy Dussel, qui est un des troubadours du sel, et où elle montre qu'il doit y avoir égalité entre un homme et une femme qui s'aiment, qui ont échangé leur amour. Elle va même quelquefois trop loin, puisqu'elle demande que le chevalier servant devienne son homme lige, et Guy Dussel lui dit, mais attention, c'est l'égalité que nous recherchons, ce n'est pas maintenant un retour de subordination. Alors aujourd'hui, en général, il fait très beau ici à Turenne, mais il y a quand même un peu de vent. Alors qu'avant Ventadour, il n'y avait pas de vent. Et on dit dans le dicton limousin, je crois Ventadour vente. Ventadour vente. Turenne tonne. Turenne rogne. Rogne. Pourquoi Ventadour rogne, ça veut dire, ça vient... Turenne règne. Alors on a traduit ça par Turenne règne, mais en réalité c'était Turenne rogne. Parce que Turenne, ça montre l'acharnement de Turenne, la volonté de domination un petit peu. Et Comborn permanence. Comborn, il n'y a rien sur Comborn. Il y a Pompadour-Pompe. Donc c'est un dicton qui vient plus tard, au moment où les Pompadour, à l'époque où nous parlons, n'ont pas atteint les sommets de la puissance. C'était une terre à ce moment-là qui était une terre riche parce que c'était la polyculture régnait, c'était une terre autosuffisante, il y avait de la vigne partout, les taxes étaient très faibles, on disait heureux comme un vicomtin à ce moment-là. Et de cette période date peut-être une certaine nonchalance, parce qu'on avait moins d'impôts à payer aux seigneurs, et lorsque Turenne est passé dans le domaine royal, on s'en est aperçu très rapidement, parce que les impôts ont été multipliés par 10. Alors je vois que vous avez vos jumelles. Et les jumelles, on va monter là-haut. À cette tour. Il y a 70 marches. 70 marches, bien.
serré vers l'extérieur. Hein. Il y a des marches fusées. Alors Madame Delors, nous sommes ici au cœur d'Uzerche. Uzerche, c'est une ville qui, à l'époque de Gaussem Faidit, qui est donc le troubadour d'Uzerche, avait un rôle important, un rôle de carrefour, une route des métaux, venant d'où, allant où? La route des métaux rejoint l'Armorique à l'Espagne. C'est une route dont le tracé vient d'être reconstitué il y a quelques années. Et ces études sur le tracé de cette route des métaux ont démontré l'importance stratégique d'Uzerche depuis des temps très très anciens. Gaussem Faidit, donc pour Uzerche, c'est un personnage essentiel. Hein. C'est un personnage bien sûr très controversé, puisque c'est... alors, ses origines, il était le fils d'un bourgeois d'Uzerche. On a dit parfois qu'il était le fils d'un drapier d'Uzerche. Gaussem Faidit bénéficie de la mauvaise réputation de tous les poètes. Ça, j'en suis intimement persuadée. Ce qui peut justifier ce type de légende, c'est tout d'abord un poème d'un autre troubadour limousin, d'une école de troubadours tout à fait particulière, l'école des Quatre d'Ussel. Un des quatre seigneurs d'Ussel qui ont été eux aussi des troubadours limousin, Elias, dans un poème un petit peu, satirique, a pu donner naissance à cette légende d'un homme, une espèce de Goliath du Moyen-Âge, bien buvant, bien mangeant. Oui. En fait, je crois aussi que c'est le type de vie qu'a adopté Gaussem Faidit, qui n'est pas resté à Uzerche, qui a sans doute peu vécu à Uzerche en dehors de sa jeunesse et de son adolescence, parce que Gaussem Faidit a été, comme tous les grands troubadours, un grand voyageur. C'est un des troubadours, sans doute, qui a eu le plus grand rayonnement européen. Il est allé en Hongrie pour participer aux cérémonies de mariage d'une princesse de France, Marguerite, avec le roi Béla III de Hongrie. Et il faisait partie des intellectuels qui ont accompagné Marguerite de France. Et ce qui fait aussi le rayonnement de Gaussem Faidit, c'est le nombre des œuvres qui nous est resté. Gaussem Faidit nous a laissé 71 pièces attestées, et certaines des pièces de Gaussem Faidit sont retrouvées dans 14 chansonniers différents, aux 4 coins de l'Europe. Alors, cette silhouette, on pourrait la retrouver dans les rues d'Uzerche, hein, cette silhouette de Gaussem Faidit, un personnage assez ventripotent. Hein, corpulent, comme sa femme d'ailleurs. Hein. Alors oui, parlons donc de sa femme, de sa compagne. Les chansonniers disent qu'il a épousé une soudadiera. Alors, cette soudadiera. C'est une sorte de femme de mauvaise vie. Guilelma Monja, qu'il a épousée tardivement, était une jeune fille de la région d'Alès. Un des premiers voyages que Gaussem Faidit, jeune, a effectué a été un voyage en Provence où il a fréquenté 2 grands seigneurs, Raymond d'Agoult et Rimbaud d'Orange, qu'il a célébré dans des poèmes d'une facture très soignée, où les rimes sont très recherchées, en particulier les poèmes qu'il échange avec Rimbaud d'Orange, qui lui-même était troubadour. C'est à cette occasion qu'il a rencontré Guilelma Monja, qui est devenue son épouse plus tard. C'est devenu l'un des premiers duos, en fait, puisque Guillaume était jongleresse, oui. Et donc Gaussem Faidit était le troubadour. C'était lui qui créait et c'était elle qui interprétait. Première église de la ville d'Uzerche, Notre-Dame du Désert et Notre-Dame de Béchary, avec des fonds donc du comte de Compiègne. Béchary étant un endroit du désert, un endroit rencontré dans les croisades.
Donc le lien entre Gossem Fadit et Richard Cœur de Lion était puissant, enfin, puisque Gossem Fadit était protégé par Richard Cœur de Lion. Et à la mort de Richard Cœur de Lion, Gossem Fadit a écrit peut-être l'une de ses plus belles pièces, ce que l'on appelle un plan, c'est-à-dire un long poème de désespoir, mais qui a énormément de qualité littéraire. C'est sans doute un des plus bels exemples du genre de la déploration funèbre. Et il est... Déploration funèbre, c'est le terme scientifique. Oui, si vous voulez, c'est le terme scientifique. Il y reconnaît toutes les qualités du roi, ça c'est assez conventionnel, mais la traduction permet de comprendre qu'il y passe autre chose qu'une simple oraison funèbre. Je m'émerveille fort en voyant le siècle plein de tromperies et de truandises, qu'il puisse y rester un homme sage et courtois, puisque les belles paroles et les glorieux exploits n'y servent de rien. Et pourquoi s'y efforce-t-on, peu ou prou, puisque maintenant, la mort nous a montré de quoi elle est capable, en prenant tout d'un coup le meilleur du monde. Les troubadours débattaient entre eux dans des poèmes d'un genre tout à fait particulier qui s'appelle les tensu ou les partimènes. Et dans ces tensu, l'un des troubadours proposait dans une première strophe un sujet. Certains poèmes mettaient même les uns contre les autres 3 troubadours. La question, qui est posée par un grand seigneur poitevin qui s'appelle Savaric de Mauléon, demande quelle est la meilleure manière d'être aimé d'une dame. Et chacun des troubadours, Savaric de Mauléon, Huc de la Bachellerie, troubadour mineur, né à côté d'Uzerche, et qui a débattu souvent avec Gaussen Fadit et Gaussen Fadit. Et dans ce fameux partimène triple, dont on a environ 14 textes, eh bien, chaque troubadour propose sa solution. Alors, vous allez voir quand même que les règles de l'érotisme ont beaucoup changé. Le premier troubadour propose de regarder la dame avec des yeux fort amoureux. Le deuxième propose de lui toucher la main dégantée. Et le troisième propose de lui faire du pied sous la table. Et quel était le choix de Gossem Fadit? Alors, il n'y a jamais de choix. Ces joutes littéraires se terminent par la nomination d'un arbitre, en principe une dame. Les 3 troubadours donnent leurs arguments, s'opposent aux arguments des autres. Pour le poème dont je vous parle, il y a quand même 93 vers. Et à la fin du poème, chacun des troubadours propose un arbitre. Ce qui fait qu'il n'y a pas de solution. Et ça aussi, c'est du domaine de la poésie. Jacques Roubaud. S'il y a une leçon vraiment de la poésie des troubadours, c'est que la poésie est un art artisanal, c'est-à-dire quelque chose qu'il faut faire avec patience, avec effort et avec passion, mais que l'on ne peut pas faire par simplement l'inspiration immédiate, la totale liberté sans travail. Pour les troubadours travaillaient, ils ne faisaient pas beaucoup de chansons, mais ils les travaillaient énormément. Si vous voulez, un équivalent dans le domaine de la chanson, ça serait plutôt Brassens. On ne peut pas vraiment les appeler des formalistes, dans la mesure où même les chansons les plus difficiles, les poèmes les plus travaillés, gardent toujours cette impulsion décisive qu'est le chant d'amour. Pierre Lartigue. Il n'y a pas de mouvement poétique qui ait produit une aussi grande variété de formes riches. Il n'y a pas de poète qui ait combiné aussi savamment les rimes, les mètres et les strophes. C'est une forme très fascinante parce que c'est un moment où l'écriture poétique est très liée à la musique et quelquefois à la danse, c'est-à-dire un moment privilégié de la création poétique où le corps est en jeu
dans la voix qui s'élève et dans le corps qui bouge lui-même derrière ces poèmes-là. Et puis, ils sont les inventeurs de ce qu'est notre sentiment de l'amour, ce qui n'est quand même pas rien du tout. Zandaumer. On est à Royer-de-Meuzac, qui est un petit village à peu près à une vingtaine de kilomètres de Saint-Germain-les-Belles, et entre Uzerche et Limoges. Moi, j'étais un musicien populaire, un musicien de tradition, un vielleux. Je jouais la vielle à roue et en même temps, je faisais des chansons, c'est-à-dire que je continuais, j'apportais ma pierre, c'est-à-dire qu'il y avait la restitution de la tradition et puis il y avait aussi ma part de création. Et puis avec d'autres, avec Jean-Marie Carlotti, un beau jour, on a commencé à s'intéresser aux troubadours parce qu'on en avait un peu notre aise d'entendre chanter les troubadours par des gens très, très savants, très doctes. Ça nous a un peu horripilés. Et puis un beau jour, on s'est mis quelques-uns ensemble et on a dit il faut à tout prix qu'on regarde un peu ces troubadours. On a tellement après pris l'habitude de différencier les genres, de parler de musique savante, musique populaire, musique profane, musique religieuse, qu'on n'arrive plus à se mettre dans la peau des gens de cette époque-là et de voir ce qu'était la musique à ce moment-là. Il n'y avait pas de différence. On sait bien que les gens dansaient dans les églises, des danses populaires, enfin tout ça se mêlait. Il n'y avait pas de monde clos, il n'y avait pas d'étiquette comme on a mis par la suite. De même que dans le village de Royer, ici, il y avait une communauté de moines, il reste la maison. Ces moines tenaient auberge, bordel, et ils avaient concubines. Le célibat, la virginité des prêtres, ça n'arrive que vers ces époques-là, quoi, au XIIe siècle. Mais jusqu'à ce moment-là, pour l'Église, autant que le peuple, avec tous ses défauts, avec tous ses péchés, soit avec nous que contre nous. Il vaut mieux qu'il aille dans un bordel tenu par un moine que dans un bordel qui n'est pas tenu par un moine. Ça sanctifie le bordel. Et l'apport musical des troubadours, c'est ça, c'est à partir des modes grégoriens, des modes de plein chant, on les a classés en 8 grandes familles, mais enfin, bon, tout ça est contestable souvent. Mais donc, ils ont créé dans cette ambiance musicale qui était celle de l'époque, et ils lui ont donné la version profane, en quelque sorte, de cette musique. Et déjà, ça va très loin, parce que si on regarde, par exemple, pour moi, un des très grands troubadours du point de vue musical, c'est Gaussen Feidit. Et si on regarde les chansons de Gaussen Feidit, mais il y a déjà Toubac là-dedans, c'est évident. C'est un type qui est en dehors de son temps, tellement qu'il est en avance ou en retard. Vous êtes ici au cœur de tout un circuit de lieux qui parlent des troubadours. Dans la région, ici, on ne peut pas faire un pas sans buter sur une tombe de troubadour. Il y a soit une taupe qui est en train de creuser là sous terre, soit un troubadour qui est enterré, quoi. C'est l'un ou l'autre. Bien sûr, il y a Chalut avec la mort de Richard et ce Gaussen Feidit, toujours lui, qui accourt et qui chante ce plagne extraordinaire, une des plus belles pièces qui ait jamais été écrite à cette époque-là. Donc il y a Chalut, il y a Puy-Cibaud qui n'est pas bien loin de Chalut, où il y a eu un troubadour style amant malheureux, définitivement, quoi, qui va très loin comme ça, tellement que même dans la détestation des femmes.
Et puis, parce que, bon, il y a l'amour courtois, mais il y a aussi les chansons misogynes à l'époque des troubadours. Il y a tout ça, notamment chez un type aussi qui m'intéresse beaucoup, pas à cause de son opposition aux femmes, mais par sa langue. C'est celui qu'on dit qui était d'où était Bertrand de Bordes, dit sa biographie, c'est-à-dire Pierre Boussignac. Pierre Boussignac, dont il nous reste 2 chansons qui sont mais d'une misogynie extraordinaire, mais qui surtout parlent beaucoup par proverbes populaires, des proverbes qu'on emploie encore, des images populaires qui sont encore dans la langue occitane aujourd'hui. Et ça m'a intéressé parce que ça prouve bien que l'art des troubadours est mêlé de cette tradition populaire et que ça n'était pas un art savant coupé des racines populaires. Il y a un proverbe ici qui dit un jour ou l'autre, un pays vaut l'autre. Je l'aime bien ce proverbe parce qu'il est contre tous les racismes ou les impérialismes. Et il se fait qu'au XIIe siècle, au XIe siècle, le Limousin a apporté l'univers en partie. Cette région qui est une des régions les plus pauvres aujourd'hui, quand on imagine, enfin c'est incroyable le nombre de troubadours qu'il y avait sur cette terre qui était à l'époque, bon, il faut penser à l'émaillerie, il y avait des ordres monastiques qui se créaient ici, je pense à l'ordre de Grammont, qui aussi architecturalement a apporté quelque chose à l'art roman, et qui après s'est répandu un peu partout, jusqu'en Espagne ou en Italie. L'enluminure, tout ce qui se passait à Saint-Martial-de-Limoges, on a du mal à comprendre pourquoi. Parce que les cours n'étaient pas très riches du Limousin, c'était pas les cours du vicomte de Limoges ou des vicomtes de Turenne ou Comborg, c'était quand même rien d'extraordinaire. Ça n'était pas la cour des comtes de Toulouse ou ce qui se passait en Avignon. Je sais pas ce qui fait qu'à cette époque-là, tout d'un coup est né quelque chose là. Et précisément, en plus, à la limite entre les 2 langues, entre le domaine d'Oc et celui d'Oil. Il y avait beaucoup de circulation. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, on a inventé le mouvement et que les gens se mettent à voyager. Ils voyagent différemment, mais il y avait une énorme mobilité au XIIe siècle, y compris chez les paysans qui n'étaient pas attachés à une terre, qui donc changeaient d'endroit, même s'ils ne faisaient pas 1000 kilomètres. Quand l'herbe frais et le feuillard pâle et l'offre bouton versant et le rochignon au tête des cales vos chevaux et mon sang ça y est de lui ça y est de la fleur ça y est de mi doigts de meilleur et tout à parcher des oeils qui ont Voilà, nous sommes arrivés à Dallon, l'abbaye donc où, semble-t-il, Bertrand de Bordes et Bernard de Ventadour vinrent passer leurs vieux jours et attendirent la mort. Mais là, on se trouve dans une chapelle, bon, dans les ruines d'une chapelle, parce qu'elle est envahie par des colombes, ce qui n'est pas désagréable. C'est une belle salle, assez petite, avec des chapiteaux. Quelques sculptures restent encore aux chapiteaux. L'abbaye de Dallon, que représentait-elle? Eh bien, au XIe et XIIe siècle, l'abbaye de Dallon était une abbaye assez importante dans l'ordre de Cîteaux. Et si on est sûr de rien en ce qui concerne Bernard de Ventadour, parce qu'effectivement c'est sa vie, la vie, ses vies un peu romancées, légendaires, mais enfin qui quand même contiennent une grande part de vérité. Sa vie dit qu'après la mort du comte de Toulouse, Raymond, qui est mort en 1194, de désespoir, il est venu finir ses jours à Dallon. Donc il serait venu vers 1195, quelque chose comme ça. Par contre, Bertrand de Bordes est de la région. On est à 10 km de Hautefort. Ici, on est à 10 km de Bordes, de la forêt de Bordes, de son étang, d'où était la famille de Bertrand.
Et depuis son grand-père, il y a des dotations à l'abbaye, ça c'est certain. Le cartulaire en est plein, sans arrêt. La famille de Bord, les de Bord, donnent de l'argent pour ci, pour ça. Tous les grands actes de la famille sont passés à Dallon, donc c'est vraiment leur quotidien. Pour eux, quand les fils de Bertrand reviennent du Puy où ils ont été armés chevaliers, ils s'arrêtent à Dallon pour marquer le coup. On fait des grandes fêtes ici, enfin, avec le prieur, etc. Donc C'était un grand centre d'activité culturelle, l'abbaye de Dallon. En quelque sorte, et en tout cas pour toute une région, c'était important. Et pour la famille de Bord, ça c'est on est sûr de ça. On est sûr que Bertrand, en 1195, est venu là. Donc, si ça correspond avec ce qui est étonnant, si c'est vrai pour Bernard et pour Bertrand, ils sont arrivés à la même époque ici. Ils se sont retrouvés là. Bernard de Ventadour devait être plus vieux que Bertrand de Born. Il a dû mourir plus tôt, semble-t-il, mais Bertrand de Born est resté 20 ans ici. Ça n'est pas rien. Je ne pense pas que c'est un soudard repenti qui est venu à Dallon. C'est quelqu'un qui a toujours fréquenté cette abbaye, qui a eu des rapports religieux avec elle et qui, naturellement, vient finir sa vie ici quand il a passé ses terres à son fils. Alors, que reste-t-il de cette abbaye? Il y a un grand corps de bâtiments qui a été repris par les propriétaires de la ferme, puisque c'est une ferme, hein, c'est une belle ferme. Donc toute cette partie est encore très bien conservée. Et de ci, de là, on retrouve des lieux comme celui où nous sommes, c'est-à-dire cette chapelle. Et il y a deux autres bâtiments. Il faut qu'on imagine l'abbaye romane qu'il y avait à leur époque, en fin de romanité. La légende dit que le cloître de Dallon est au musée du cloître à New York, qu'il a été reconstitué comme tant de cloîtres volés, enfin pas volés, achetés, un prix modique par un Américain qui a bénéficié du chemin de fer qui venait d'être installé à proximité. Il est venu, il a tout démonté et c'est parti à Bordeaux. Ça s'est embarqué pour New York et c'est au musée du cloître, semble-t-il, à vérifier. Alors, près de la grange donc, qui a été très bien restaurée par la famille Monteil, on a fait des découvertes importantes. Je crois qu'il y avait le cimetière C'est quand ils ont fait la fosse à Purin, oui. Ils ont retrouvé le vieux cimetière des moines et on a trouvé notamment beaucoup de tombes de pèlerins de Saint-Jacques, puisqu'ils avaient encore la coquille ou d'autres marques de... Marchons vers la salle capitulaire. Alors la famille Monteil est peut-être en train de déjeuner, mais nous allons chanter. Bimplalo gaiten de Pascu, que fei feuilla e flor veni, e me placantov la baudu, d'oge que font retentir sans perlo bussase. E me pla convege sur le prat, tenda ne paviglio compa, e ai grand allegrase, convege per son pagnorenza, ça va arma. Vous entrez dans le laboratoire. Université de Limoges, Gérard Gonfroy, Patrick Chattard. Donc voilà la salle des ordinateurs. Le CD-ROM se prépare. Exactement. Alors je pense qu'on peut s'installer puis rechercher quelques mots-clés pour les troubadours. Donc c'est une maquette qui est en train de se préparer. Il n'y a qu'un extrait de la base pour l'instant, dans la mesure donc nous avons des problèmes bien sûr de mise au point définitive des textes. Oui. Donc on procède par montage de parties. L'intérêt de ce CD-ROM, c'est qu'il offre pour la première fois l'intégralité de toutes les poésies des troubadours. Et vous avez ensuite la possibilité d'interroger cette totalité de textes comme un seul texte. Donc j'ai demandé à la machine de rechercher toutes les formes, tous les vers dans l'ensemble du corpus qui comprennent à la fois le mot amour et le mot fin, fin amour. C'est là où le miracle se produit. Et je demande à la machine de combiner ce qui représente quand même 1152 vers d'un côté, 304 de l'autre. Et vous allez voir que dans un temps qui n'est extrêmement rapide, 1 seconde 59 exactement, la machine m'a sorti donc la totalité du nombre d'occurrences, c'est-à-dire 73 qui comprennent les deux. Et ensuite, donc, j'exploite ce que j'ai trouvé. J'ai donc l'ensemble, dans tout le corpus,
de tous les cas de figure où les troubadours ont parlé de cette extraordinaire réalité qu'est l'amour parfait. Mais dites donc, il y a une drôle de dépoétisation de l'amour, non? Non, pas du tout, pas du tout. Justement, Ah, pas du tout. Au contraire, le fait d'approfondir, d'affiner linguistiquement ne permet que de voir les choses de plus près, mais ne les dépoétise pas du tout. C'est bien sûr. C'est bien sûr. Cela dit, beaucoup donc de gens, lorsqu'on leur parle de notre système, sont très inquiets. À chaque fois que nous le présentons au public, ils réagissent un petit peu comme vous, mais vous voyez bien que vous cherchiez à me piquer là. Et en fait, non, je crois que les moyens techniques modernes ne font rien. Si vous êtes poète, vous restez poète. Si vous n'êtes pas poète, vous ne deviendrez hélas pas. Quand on rapproche l'époque médiévale, de manière générale, l'époque moderne, il faut le faire en termes de sensibilité et pas du tout en termes de continuité ou d'imitation, parce que ça serait stupide. Je crois qu'on peut trouver un certain nombre d'échos chez donc un Brel à un moment donné, chez un Ferré, chez un certain nombre d'autres chanteurs aujourd'hui, mais c'est autre chose. C'est simplement que les thèmes, l'imaginaire, sont des thèmes et l'imaginaire du XXe siècle, avec des résonances, avec des échos qui nous renvoient très loin. Pour moi, c'est une réinterprétation sans qu'il y ait du tout de source ou un travail direct de leur part. Le seul écho direct que l'on trouve, c'est chez les surréalistes, dans la mesure où les surréalistes, tous, ont reconnu leur dette à l'endroit du Moyen-Âge, que ce soit Aragon dans la leçon de Ribérac ou Breton, qui à plusieurs reprises, notamment d'Arcane 17, a parlé de sa dette envers le Moyen-Âge. Donc eux étaient conscients, mais là encore, il serait facile de montrer que la vision du Moyen-Âge qu'ils ont est radicalement fausse. Qui donc a changé? Est-ce toi ou moi? Ou le verbe aimé, le fil est cassé, le pacte rompu, le printemps séché? Dis-moi, mon ami, ma tendre ennemie, tu quittes ma vie, qui donc a changé? Est-ce toi ou moi? Ou le verbe aimé? Est-ce le printemps ou le vent fantasque qui nous a changé nos masques? Mon cœur en est tout désaccordé. Allons de ce pas s'en débarrasser. Alors, monsieur Baudry, c'est le donjon, là. Oui, voilà le donjon au pied duquel a été blessé, puis est mort ensuite le roi Richard, de la flèche lancée par l'archer Pierre Basile. Son agonie a duré longtemps? Une huitaine de jours. Sur le coup, il ne s'est pas soucié beaucoup de cette blessure-là, parce qu'il en avait reçu d'autres. Seulement, comme il a continué à mener une vie un peu désordonnée après, ça n'était pas bien favorable pour la guérison, et la plaie s'est envenimée. Finalement, 8 jours après, le roi est mort. Après avoir fait venir ici sa mère, la reine Aliénor, qui est venue l'assister dans ses derniers moments. Mais vous avez une passion pour Richard Cœur de Lion, non? Oh, ben, on a une passion. Ici, on a surtout une passion par le fait du château. On en est entraîné à ça quand même. On a étudié un petit peu la vie du roi et surtout ce qui s'est passé sur Chalut, quoi. C'est ça. Et c'est ce qui passionne les visiteurs. Beaucoup d'Anglais nostalgiques viennent visiter le château? Oui, il y a beaucoup d'Anglais qui viennent. On s'est amusé une année à demander aux Anglais qui venaient, j'avais fait faire ça par mes guides, tous les visiteurs anglais qui viendront, vous leur demanderez ce qu'ils pensaient du roi, si c'était un bon roi ou un mauvais roi. Parce qu'il a été très curieux, il y a 75% qui nous ont répondu que c'était un mauvais roi, pour eux. Après, on a cherché à savoir pourquoi, tout ça, parce qu'il a vécu peu de temps en Angleterre. Pendant ces 10 années de règne, Richard n'a vécu que 6 mois en Angleterre. C'était un roi qui ne parlait pas l'anglais. Il parlait le français, le latin, l'occitan. Bon, mais pas l'anglais. Alors pour eux, c'était un roi étranger. Voilà. Comment bien commencer ici, là. Cette salle d'abord, là. Voilà, ici nous présentons la vie du roi Richard. Le roi Richard étant le grand personnage qui est venu sur notre château, qui a assiégé ce château et qui a trouvé, malheureusement pour lui, la mort ici, n'est-ce pas?
Le roi est venu, il est venu pour une première raison, ça a été de, soi-disant, chercher un trésor. Dans le roi Richard, il y a deux choses qui sont à considérer, si vous voulez. Il faut voir que d'une part, c'était un guerrier, et ça, on l'explique très bien par la généalogie qui est là. Il y a toute une branche qui remonte de son côté, qui remonte à Guillaume le Conquérant. Et dans cette branche-là, il y a également les Foulques d'Anjou, qui n'étaient pas des personnages très tendres non plus. Alors ça, pour lui, voilà le tempérament guerrier, on peut penser que c'est de là qu'il tient. Mais à côté de ça, alors il y avait la poésie. La poésie, c'est la reine Aliénor qui lui avait donnée. La reine Aliénor qui était la petite fille du premier troubadour, Guillaume IX, et qui, elle, avait toujours eu avec elle des troubadours, elle avait favorisé cette forme de culture. Et elle avait éduqué ses enfants dans ce sens. Ce qui fait que Richard lui-même a d'ailleurs écrit des poésies. Malheureusement, il n'y en a que deux qui nous soient arrivées jusqu'à nous maintenant. L'une, c'est une ode au dauphin d'Auvergne. Et puis l'autre, alors la poésie qu'il avait écrite quand il était prisonnier des Allemands au château de Dürnstein, dans laquelle il se plaignait qu'on l'abandonnait, que personne ne faisait attention à lui. Alors vous avez là une partie de la poésie qui est là, n'est-ce pas ? Chalut a été est encore un grand carrefour comme ça, des routes. Pour ça, alors, le Chalut, c'est extraordinaire. Il doit y avoir 4 routes qui se rencontrent là, ici. Parlons pas, si vous voulez, de la route Richard Cœur de Lion. C'est une route artificielle, celle-là, que nous avons créée. On a pris le nom de Richard Cœur de Lion parce que c'était un drapeau qui nous amenait du monde. Là, alors, ce qui est plus sûr, c'est, par exemple, la route des Troubadours, qui allait du Poitou, qui allait vers Hautefort, vers cette région-là. Nous avons la route des Chemins de Saint-Jacques, la route de la Via Limousine, celle qui partait de Vézelay et qui allait à Ostabat, n'est-ce pas? Alors qui passait par Limoges ou Solignac. Et à un moment, Limoges a réussi à attirer un peu par Saint-Martial et il a fait venir les gens un peu là-bas. Sinon, il y avait 2 itinéraires. Mais ensuite, qui passait par Chalut, et ici était une étape. Il y a la route de l'Étain aussi, la fameuse route de l'Étain qui partait de Corbillots dans les environs de Nantes, là-bas, et qui amenait l'Étain en traversant le Limousin, l'Or, en passant Saint-Thirier, et qui descendait à Empurias, là-bas sur la Costa Brava. Enfin, il y a 4 routes qui se croisent ici à Chalut. Le corps du roi a été partagé en 3 parties. Ce qui s'est passé, c'est que son cœur a été mis dans la cathédrale de Rouen. Là, la raison, elle est nette, c'est que la Normandie était une province qui leur appartenait depuis longtemps, enfin aux Plantagenets. Et alors, cette province avait toujours été fidèle, contrairement au Limousin. Le Limousin, lui, le vicomte, on lui demandait de signer un traité, il le signait, et puis aussitôt il disait « Comment je vais faire pour échapper à ce que je viens de signer ?» Alors, il n'avait pas confiance en lui. Alors, le cœur a été mis dans la cathédrale de Rouen. Et en 1838, le cœur a été retrouvé dans la cathédrale. Et sous le gisant, il y avait une petite cassette en plomb sur laquelle était écrite « Ici est le cœur du roi Richard ». En deuxième partie, son corps, bien sûr. Alors le corps, aucune hésitation, il est parti à Fontevraud. Et alors la troisième partie de son corps, alors celle qui ne valait rien, c'était ses entrailles. Et alors les chroniqueurs nous disent que pour manifester son mépris, le roi nous les a laissées à Chalut et qu'elles sont dans la chapelle où nous sommes actuellement. Nous sommes peut-être là, sur les entrailles du roi. Jo sei Arnau, que mas laur, et fâche l'olèbre en l'ubiou, et nadi contre Suberno. Je suis Arnaud qui amasse le vent, qui chasse le lièvre avec un bœuf, et qui nage contre la marée. Jean Roux, nous sommes ici sous une des coupoles donc, de la collégiale. C'est ça, oui. Collégiale de Ribérac. Oui. C'est un endroit où vous avez été baptisé, où Arnaud Daniel a été baptisé. Enfin, il a été baptisé. Disons que cette collégiale était à l'origine la chapelle du château de Ribérac. Et sa date de construction est
est estimé à la moitié du XIIe siècle, c'est-à-dire l'époque à laquelle aussi on reporte la naissance d'Arnaud Daniel au château de Ribérac, qui était ici tout proche. Alors, qui était Arnaud? Alors Arnaud, Savido dit simplement qu'il était gentilhomme. Mais c'était donc un des gentilshommes du château de Ribérac. À cette époque, le château de la famille des comtes de Ribérac est dans la mouvance à la fois des Turenne et des Rudel, apparentés donc au fameux Geoffrey Rudel de Blaye. On a très peu de choses sur le Ribérac de cette époque. Mais il fait hors de doute que la cour des seigneurs de Ribérac était dans cette ambiance, cette atmosphère intellectuelle qui était celle de la civilisation de la courtoisie à cette époque-là. Alors Arnaud Daniel est né au château de Ribérac et il a eu de son vivant même une gloire, une réputation extraordinaire. Sa carrière ne s'est pas déroulée à Ribérac, évidemment. Alors Jean Roux, on est sorti de la collégiale, maintenant on se trouve dans la cour des chanoines, c'est-à-dire qu'on reste quand même dans un domaine très, très proche, très voisin du château de Ribérac. C'est très curieux, parce que la carrière posthume, si on peut dire, d'Arnaud Daniel, alors qu'il a été salué de son temps comme un des plus grands poètes vivants, qu'il a été ensuite considéré et salué par les créateurs de la grande poésie italienne, par Dante, d'abord par Pétrarque, comme un de leurs maîtres principaux, privilégiés. Il miglior fabbro del parla materno. Je crois que l'importance qui a été jouée par l'esthétique classique en France a porté beaucoup tort à Arnaud Daniel, qui a été longtemps considéré comme, disons, un acrobate de la versification. Et je crois que ce sont les formes les plus modernes de la poésie contemporaine, depuis le surréalisme, depuis Mallarmé, etc., qui ont fait redécouvrir qu'il ne s'agissait pas d'un simple jeu vain, mais d'une des recherches de sens liés au caractère le plus magique, si on peut dire, du langage poétique. Et c'est ce dont parle effectivement Aragon dans sa leçon de Ribérac. Aux yeux des Périgourdais en général, ça, je crois qu'Arnaud Daniel reste quelqu'un d'assez méconnu. Cette poésie mondaine, très profane, qui a inventé une morale qui était au fond qui était une morale de la recherche du bonheur sur cette terre, sans aucune référence au salut, et qui faisait de l'amour de la femme l'idéal qui permettait à l'homme de se hausser au-dessus de lui-même, de trouver en lui-même le ressort de l'élévation à la fois intellectuelle et morale. C'était, disons, je crois que ça a été un premier retour avant la grande Renaissance en Italie, du Quattrocento même, et puis ensuite toute celle. Ça a été, je crois, la première Renaissance européenne au sens de l'apparition d'un humanisme, d'un art et d'une morale qui ne se référaient pas, et qui ont senti le fagot tout de suite. Il faut dire que c'était aussi l'époque où se développaient l'hérésie cathare. Alors que la poésie des troubadours, elle est empreinte d'une sensualité, à travers même lorsqu'on chante les douleurs de l'amour insatisfait, le caractère inaccessible de la dame à laquelle on aspire. Mais il y a, même dans ces thèmes qui sont ceux du mal d'amour, si on peut dire, il y a une sensualité, il y a une joie de vue, puis il y a un goût de la fête. Il ne faut pas oublier que c'est dans un contexte de vie mondaine extrêmement raffinée, luxueuse, brillante, de fête, de danse, de beaux costumes, etc., qui me paraissent extrêmement éloignés de l'ascétisme cathare. Ce qui, je crois, a été à l'époque extrêmement novateur de la part des troubadours, c'est l'apport essentiel qu'ils ont fait, je crois, à l'identité culturelle de l'Europe. Ça a été le fait de voir dans la passion amoureuse, dans la passion de l'amour, une source
de grandeur, de dignité, de perfection intellectuelle et morale. Et c'était en rupture complète, aussi bien avec les philosophies de l'Antiquité, toutes les philosophies classiques qui considèrent l'amour comme une passion, et les passions comme une faiblesse, qui est un obstacle à la sagesse et la vertu, aussi bien que la méfiance de l'Église à l'égard de la femme tentatrice et obstacle au salut, et de la passion amoureuse aussi, hors du rôle de la procréation comme étant quelque chose de dangereux. Or, les troubadours en ont fait justement le fondement d'une grandeur et d'une dignité humaine, puisque l'amant poète, au fond, c'est le modèle qu'il nous propose à l'époque. Encessunet kuin delire faumuts et chaputs et doli, et seram vera yeser can naurai passat la limo. Camur marves planedauro munchanta, que deliei mou qui pres mantene gouverno. Sur cette musique simple et légère, je mets des paroles que je rabote et que je lime, et ils seront vrais et sûrs quand j'y aurai passé la lime. Car c'est l'amour qui polit et qui dore mon chant. Pierre Lartigue. Je vois Geoffrey Rudel à l'embouchure de la Gironde avec des cris de martinet au-dessus de l'eau de cette embouchure, et cette embouchure qui ouvre sur la mer, le lointain, et qui va très bien avec Geoffrey. Luc de Coustine. Vous avez tout dit, hein. Blaye, ça c'est évident. Ça c'est évident. C'est formidable, parce qu'en plus, Blaye, c'est le port d'embarquement. Et c'est justement, c'est l'endroit où la métaphore de l'amour de loin c'est l'extrême pointe d'une mystique de l'amour qui s'avoue enfin que quand on a tout dit de l'amour, il n'y a plus qu'à désirer de très loin ce qui n'est plus communicable que spirituellement. Geoffrey Rudel était un noble seigneur de Blaye. Il devint amoureux de la comtesse de Tripoli sans la voir, pour le bien qu'il entendait dire d'elle par les pèlerins revenant d'Antioche. Il la célébra dans maintes chansons avec de bons airs et de pauvres paroles. Poussé par le désir de la voir, il prit la croix et se mit en mer. La maladie le prit sur le navire et il fut conduit pour mort dans un hôtel à Tripoli. On le fit savoir à la comtesse, et elle vint auprès de lui, à son lit, et le prit dans ses bras. Il sut que c'était la comtesse, et recouvra l'ouïe et l'odorat. Il loua Dieu et le remercia d'avoir soutenu sa vie jusqu'à ce qu'il l'eût vu. C'est ainsi qu'il mourut entre ses bras, et elle le fit enterrer à grand honneur en la maison des Templiers. Et ce même jour, elle entra comme nonne au couvent, pour la douleur qu'elle eut de sa mort. De Pascu, che fei feuilles et fleurs venir, et me pla cantau la baudu.
d'eau rouge que font retentir son perlubusase. E me pla convece sur bras, tenda ne paviglio compa, e ai granta le grase, convece per son pagnorenza, savaille, savaorma. La route des troubadours de Ventadour à Blaye, un reportage de Patrick Casals, prise de son Emmanuel Dupuis, mixage Agnès Warnier, Henri Bérec, réalisation Marie-André Arminaud. Vere forzato a Chiesa, parir un peu e pondra, ver armado ribase. Patrick Casals, on a maintenant envie de partir un peu sur vos traces pour les vacances. Il y a un ou deux lieux que vous nous recommandez. On a compris que la plupart des lieux où vous étiez présents, Ventadour, Uzerche, l'abbaye d'Allon, sont visitables. Bon, peut-être pour Ventadour, pas trop facile d'accès, il faut y grimper là-bas. Hein. Mais en même temps, c'est un lieu magnifique où certains même aiment venir dormir la nuit aux étoiles. Alors donc, Ventadour, mais aussi il faut fouiller dans la campagne limousine, hein, dans la campagne périgourdine, pour trouver ces abbayes dont on a parlé, mais aussi des ruelles tortueuses dans des petits villages où, au détour comme ça d'une maison, on découvre une gargouille ou une pierre avec une coquille Saint-Jacques. Donc tout se recoupe. En même temps, on peut aussi lire des ouvrages sur les troubadours. Il y a par exemple le très beau livre de Jacques Roubaud qui vient de ressortir aux belles lettres, La fleur inverse, qui, je crois, est une ouverture magnifique sur le monde des troubadours. Les listes d'écrire de Pierre Lartigue, et puis bien sûr les livres de René Nelly sur l'érotique des troubadours. Pierre Bec aussi, avec son très bel ouvrage, difficile à trouver, hein, sur le burlesque et l'obscénité chez les troubadours. Enfin voilà. Donc, et un guide sur les traces des troubadours, ça n'existe pas encore. Non, parce qu'en fait, il faudrait là faire plusieurs routes des troubadours. Il y a celle qui est vraiment le berceau des troubadours, hein, qui nous a amené donc à travers le Limousin et le Périgord jusqu'à Blaye, mais bien sûr tout le Carcassès, tout le Languedoc, toute la Provence, et bien sûr, il ne faut pas l'oublier, l'étranger avec l'Espagne, qui l'étranger à l'époque, ce n'était pas du tout l'étranger, c'était la Languedoc qui se répandait donc aussi bien dans le nord de l'Italie que dans le nord de l'Espagne et même jusqu'en Allemagne. Partir, découvrir. Échappée belle, belle.